Bonjour tout le monde, on commence un nouveau chapitre sur les transformations nucléaires. Donc les transformations nucléaires, c'est un chapitre qui n'est pas, cette année en tout cas en 2022 pardon, au bac, à l'écrit du bac pardon, mais par contre il est toujours dans le programme et il peut être par exemple utilisé dans les rattrapages du bac ou alors vous pouvez l'utiliser pour le grand oral. Donc qu'est-ce qu'une réaction nucléaire? En fait, on avait déjà vu ça normalement, vous l'aviez déjà vu en tout cas l'année dernière en enseignement scientifique. Vous savez que la plupart des noyaux atomiques sont stables, sauf quelques-uns, et ça dépend de leur proportion de protons par rapport aux neutrons dans le noyau. Donc s'il y a une quantité de protons et de neutrons, on va dire globalement égale, et c'est pas forcément toujours le cas, en tout cas globalement égale pour les petits noyaux, on dit qu'il est stable, alors qu'il est instable s'il a beaucoup plus de protons que de neutrons, ou plus de neutrons que de protons. Mais faites attention à ça, parce que dans les noyaux un peu plus lourds, donc ceux qui ont une cinquantaine, une centaine de nucléons, ceux-ci, en fait, la proportion de neutrons par rapport aux protons n'est pas de 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas autant de protons que de neutrons pour qu'ils soient stables. On va voir ça juste après sur un schéma. Et justement, ce schéma, c'est le diagramme NZ de Segret, qui montre les noyaux stables. Vous voyez ici que la ligne noire montre les noyaux stables. Cette ligne-là, c'est une fonction linéaire, donc qui montre que c'est une fonction linéaire en fait quand on a autant de protons que de neutrons. Donc ça veut dire qu'au début, pour des noyaux jusqu'à 14 nucléons à peu près, jusqu'à 14 pardon, protons et neutrons. Donc si j'ai 14 neutrons et 14 protons, dans ce cas-là, la ligne noire qui est ici, qu'on appelle la vallée de stabilité, elle est confondue avec cette ligne-là, cette droite. Donc, pour les petits noyaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir autant de protons que de neutrons, c'est bien pour être stable. Par contre, pour les gros noyaux, par exemple 82 ici pour le plomb, on n'a pas 82 protons pour 82 neutrons. On est ici, donc on a environ 60 protons pour 82 neutrons. Donc pour être stable, un gros noyau a besoin de plus de neutrons que de protons. Les noyaux stables existants sont de 279 sur un total d'environ 2000 noyaux. Donc quand je dis sur un total de 2000 noyaux, ça veut dire qu'il y a tout ce qui est isotope. Vous vous rappelez qu'un isotope, c'est un noyau qui a autant de protons. Ce sont deux noyaux qui ont autant de protons, deux isotopes, mais un nombre de neutrons différents. Donc ici, par exemple, sur une même droite verticale, pour un même abscisse, on a ici, on va dire par exemple pour 82, c'est du plomb. Donc tous ces atomes-là, ce sont des atomes de plomb. Donc chaque carré, c'est un atome de plomb. Ça veut dire qu'il y a des dizaines d'isotopes ici. Et le seul qui est stable, je ne sais même pas pour le plomb si c'est... Ouais, le seul qui est stable, c'est ceux qui sont là, en noir. Donc ça, c'est la même chose. Et là, justement, je donne un petit exemple ici. Donc ici, on va zoomer cette partie-là. Et qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici que vous avez les atomes de plomb, 207 et 208. Pourquoi 207 et 208? Parce qu'il y a 207 nucléons ou 208 nucléons. Vu que le plomb il a 80, j'espère que je dis pas de bêtises, 82 protons. Donc s'il a 207 nucléons, 208 nucléons, ça veut dire qu'il a plus d'une centaine de neutrons pour être stable. Au-dessus, on a le bismuth, ensuite le polonium, etc., etc. Et là, vous voyez que ceux-ci ne sont pas stables. Ça veut dire quoi? Un noyau qui est bleu. Et qu'est-ce que ça veut dire un noyau qui est orange? Je reviens en arrière, non, c'était pas écrit. Un noyau qui est bleu, ben regardez ici. Par exemple, par rapport à ça. Là, vous avez du noir, donc c'est stable. Le bleu,
on est en dessous de la courbe. Ça veut dire qu'on a moins de protons. Donc ça veut dire que tout ce qui est bleu, c'est ceux qui ont un déficit de protons par rapport aux neutrons. Et tout ce qui est orange, jaune, c'est tout ce qui a un surplus de protons par rapport aux neutrons. Et ça, c'est la droite n sur n, n égale z. Donc par rapport à tout à l'heure, je crois que ça a été, regardez celle-là, en abscisse on avait z, et en ordonnée on a n, alors que dans celle-ci c'est l'inverse, on a n en abscisse et z en ordonnée. Mais ça revient au même. Donc là vous voyez ici, on ne l'a pas encore vu, que vous aurez différents types de décroissance radioactive selon que vous ayez plus de protons que de neutrons, ou plus de neutrons que de protons. Soit vous aurez une désintégration bêta+, soit une désintégration bêta-, soit une désintégration alpha. Donc c'est ces trois qu'on va voir. Donc les isotopes se situent sur une même ligne. Ça veut dire que tout ce qui est sur même nombre de protons ici, c'était à l'ordonnée, tout à l'heure c'était à l'abscisse. Donc tout ce qui est sur une même ligne horizontale, tout à l'heure c'était verticale, ce sont des isotopes, ici. Tout ça, ce sont des isotopes. C'est pour ça que vous voyez ici plomb, 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 isotopes. Là, ce sont des isotopes pour le bismuth, etc. Donc, trois types d'instabilité. Ils sont au-dessus de la vallée de la stabilité. Donc dans ce cas-là, on a un excès de protons. Ça, c'est pour ce schéma-là. C'est pas pour l'autre schéma. Pour l'autre schéma, c'est inversé. Celui de la diapo précédente. Soit on est en dessous de la vallée de stabilité, donc on a un excès de neutrons par rapport aux protons. Soit il y a un autre type d'instabilité, c'est quand on est au-delà de 82. Vous avez remarqué qu'au-delà de 82, il n'y a plus de noir. Donc s'il n'y a plus de noir ici, au-delà de 82, ça veut dire que à partir du moment où on a plus de 82 protons, Z égale 82, donc 82 protons, les noyaux ne peuvent plus être stables. Donc le plomb, c'est le dernier noyau à être stable. Dans la classification périodique, au-delà du plomb, ce sont des noyaux qui vont se désintégrer. Pourquoi? Parce qu'il est trop lourd. Donc trois types d'instabilité, soit trop de protons, soit trop de neutrons, soit un noyau trop lourd. Et ça, en fait, vous pouvez y aller ici, avec ce lien-là, et vous pouvez zoomer en fait autant que vous voulez. Vous pouvez regarder tous les atomes qui existent, tous les isotopes. Donc ici, on voit la même chose, mais en 3D. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la vallée de la stabilité? Une vallée, en fait, c'est quoi? C'est un endroit qui est assez plat et où il y a des collines des deux côtés. Donc là, en fait, il y a des collines, partout. Et l'endroit le plus stable, c'est quand c'est plat. Et c'est là qu'on a la vallée de la stabilité. Donc les noyaux stables sont ici. Les autres, à gauche ou à droite, sont instables. Donc la radioactivité, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation spontanée, qui se nomme désintégration. Spontanée, ça veut dire qu'elle se fait sans avoir besoin d'être activée de manière extérieure. Donc elle se fait d'elle-même, de manière naturelle. Donc c'est la transformation spontanée d'un noyau instable, donc par les trois types d'instabilité qu'on vient de voir tout à l'heure, en un noyau plus stable. Cette désintégration s'accompagne de l'émission de particules ou de rayonnements. Donc soit des particules, soit des rayonnements. C'est pour ça que ça s'appelle la radioactivité. Radio, ça veut dire rayonnement. Donc il y a activité d'un rayonnement. Et avant, on ne faisait pas la distinction entre les particules et les rayons qui proviennent d'ondes. On ne connaissait pas la différence, donc on connaissait la différence, mais on ne connaissait pas d'où provenaient ces rayonnements dans la radioactivité. Donc on appelait tout ça des rayonnements, que ce soit des particules ou des rayons. Selon les particules ou rayonnements qui sont émis lors d'une désintégration, on distingue différents types de désintégration lors de réactions nucléaires spontanées. Donc là, on parle que de réactions nucléaires spontanées. On ne parle pas de fission ou de fusion ici. La fission et la fusion nucléaire ne sont pas spontanées. Donc soit on a la désintégration alpha, soit la désintégration bêta,
Donc il y a deux types de bêta, soit c'est bêta moins, soit c'est bêta plus, on verra ça après, soit la désintégration ou radioactivité gamma. Ici, la radioactivité alpha, c'est lorsqu'un noyau va perdre 4 nucléons, 2 protons et 2 neutrons. On appelle ça un noyau alpha ou un noyau d'hélium. Pourquoi? Parce que l'hélium, c'est le noyau de l'hélium, ça. 2 neutrons, 2 protons, c'est le noyau de l'hélium. Donc soit on appelle ça une particule alpha, soit un noyau d'hélium. Donc ça, en général, c'est quand on veut se débarrasser d'une bonne partie du noyau. 4 nucléons d'un coup, c'est quand même beaucoup. Donc ça, c'est dans le cas des noyaux lourds. Donc vous vous souvenez, ceux qui sont au-dessus de 82, en général, ils vont avoir une désintégration alpha. La désintégration bêta, moins ou bêta plus, c'est quand on a un surplus soit de protons, soit de neutrons. On va rentrer dans le détail tout à l'heure, et je vais vous dire lequel des deux, donc bêta plus ou bêta moins, on utilise lorsqu'on a un surplus de protons ou de neutrons. Et le dernier, c'est la désintégration gamma. Donc là, il n'y a pas de particules du noyau qui sont émises, qui sont éjectées, mais c'est un surplus d'énergie. Ça, en général, c'est quand vous avez subi, un noyau a subi une de ces 3 désintégrations-là, donc alpha, bêta plus ou bêta moins, il va se trouver en général avec un surplus d'énergie. Il a libéré une particule, mais il a un surplus d'énergie en lui. Donc il faudra qu'il se désintègre encore une fois. Et ça sera en émettant un rayonnement gamma qui est très 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 énergétique, donc qui est très dangereux. Et là, on voit la différence entre les types de rayonnement. Par exemple, la particule alpha, une simple feuille de papier suffit à l'arrêter. Donc si vous avez quelque chose qui est radioactif et qui émet un rayonnement alpha qui est à l'extérieur, si vous fermez la fenêtre, si vous mettez un habit, etc., ça va bloquer ce rayonnement alpha. Pour le rayonnement bêta, donc bêta moins ou bêta plus, une feuille de papier ne l'arrête pas. Par contre, une feuille d'aluminium va l'arrêter. Donc ce n'est pas très très dangereux non plus. Par contre, les rayonnements X et les rayonnements gamma, on n'a pas parlé de rayonnement X, nous. Donc on va laisser de côté. Je parle surtout de rayonnement gamma. Traverse les feuilles de papier, traverse les feuilles d'aluminium, traverse aussi les vitres. Donc si vous avez du rayonnement gamma, ça va rentrer chez vous, ça va rentrer dans votre corps, forcément. Sauf si vous êtes dans un bunker avec une forte épaisseur de béton ou de plomb. Dans ce cas-là, ça va l'arrêter. C'est pour ça que les bunkers, en général, sont faits de plomb, si je ne dis pas de bêtises. Et les neutrons, ça, on va laisser ça de côté vu que j'en ai pas parlé. Donc, on va maintenant voir les 3 types de désintégration les uns après les autres. Pour alpha, on avait dit que c'était pour les noyaux lourds. Donc, lorsqu'un noyau lourd est radioactif, plutôt n'importe quoi, un noyau lourd est forcément radioactif parce qu'il est instable. Donc, il va chercher à retrouver de la stabilité en émettant une particule alpha. Donc, il va éjecter 4 nucléons directement de son noyau. Le rayonnement est très dangereux, mais peut être arrêté par une feuille de papier, c'est ce que je viens de dire. Et j'avais dit aussi que la particule alpha était constituée de 2 protons et de 2 neutrons. Donc ici, c'est le schéma que vous avez. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est le symbole chimique du noyau père, qui est instable, du noyau fils, et de la particule alpha. La particule alpha, on sait qu'elle a 2 protons et 2 neutrons. Le noyau père, on sait qu'il a un nucléon, et Z protons. Ici, j'avais dit 4 neutrons, c'était 4 nucléons. Et ici, donc, comment on sait combien a le noyau fils, combien il comporte de protons et de neutrons, ou de protons et de nucléons? Il suffit de faire la soustraction des deux. Vu que lui avait un nucléon et qu'il en a perdu 4, donc ici on a A-4. Vu que lui, le noyau père, avait Z protons et qu'il en a perdu 2, donc là, il n'en a plus que Z-2. Et ça, c'est ce qu'on écrit sous forme d'une équation de réaction nucléaire. Donc ça, pour toutes les radioactivités alpha, des intégrations alpha, vous aurez ce type-là. Un exemple, le radon, il avait 226 nucléons, en perdant 4 nucléons par des intégrations alpha, il va se transformer en un autre noyau avec 222 nucléons.
Pour savoir en quel autre noyau il va se transformer, on va s'intéresser au Z, au numéro atomique. Il y avait 88 protons, vu qu'il en a éjecté 2, donc 2 qui sont là. Il en aura 2 en moins ici, donc 86. Donc il suffit de regarder sur votre tableau périodique, si vous ne savez pas ce que c'est ça, à quel atome, à quel élément chimique correspond l'élément chimique pour lequel on a un numéro atomique de 86. Et c'est le radon. Si j'avais dit radon aussi, ou radium, c'est radium. Et ça, c'est radon. Donc, pour le savoir, vous regardez le tableau périodique, tout simplement. Donc, attention, ici, on doit respecter la conservation de la masse et la conservation de la charge. Qu'est-ce qu'on appelle la masse? C'est le nombre de nucléons. Parce que je vous rappelle que un noyau, la masse d'un noyau, c'est à peu près la masse d'un atome, vu que les électrons sont très négligeables devant le noyau, devant la masse du noyau. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la conservation de la masse. Quand on parle du nombre de nucléons, c'est la masse de l'atome. Et en dessous, on parle des protons, et les protons sont chargés positivement. Donc en fait, on va parler de conservation de la charge. Ça veut dire que ça est égal à ça plus ça se conserve. Et ça, c'est égal à ça plus ça se conserve aussi. Donc il faut absolument que ça se conserve tout le temps, sinon il y a une erreur quelque part. Ça va être pareil pour la radioactivité β-. Donc cette fois-ci, quand on a un noyau qui possède un excès de neutrons, il va transformer un de ces neutrons en proton. Comment est-ce qu'il va faire? Il va émettre une particule β-. Un neutron, c'est neutre, donc s'il perd un moins, il devient plus. D'accord? Par contre, faites très attention. β- ici, c'est un électron. Sauf que les électrons, qu'on a l'habitude de voir depuis la seconde, ce sont des électrons qui sont autour du noyau. Donc qui font partie de l'atome, mais autour du noyau. Alors que là, en fait, l'électron qui va être émis, il va être émis par le noyau lui-même. Ça veut dire que l'électron, c'est comme si il était dans le noyau. Donc c'est comme si que, dites-vous, qu'un neutron, c'est comme si c'était un proton plus un électron mélangé. C'est pas tout à fait le cas, mais bon, si vous dites ça pour la terminale, en tout cas, vous comprendrez très bien les intégrations β-. Donc, un neutron, c'est un proton plus un électron mélangé dans le noyau. Donc, lorsque ce proton plus cet électron vont se scinder en deux, l'électron va être éjecté, donc le neutron va devenir un proton. Donc, cette fois-ci, c'est quand on a un excès de neutrons, on le transforme en proton de cette manière-là. Non, ça se fait spontanément, hein, c'est pas nous qui le faisons. Et lorsque cet électron, donc cette particule β-, est éjectée du noyau, elle emporte avec elle un antineutrino. Donc, moins, souvenez-vous, moins anti. Alors que pour les particules β+, ça va être neutrino, mais pas antineutrino. Donc moins anti, ça va ensemble. Donc ce rayonnement, on a vu qu'il était très dangereux, mais qu'il pouvait être arrêté par une feuille d'aluminium ou une vitre. Donc quelle est l'équation de réaction? Ici, vous voyez que le neutron, à l'intérieur, il y avait un proton, un électron et un antineutrino. Donc, donc ces deux-là vont être éjectés, donc il va rester plus que le proton dans le noyau. Là, je ne vais pas développer. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, ça va être l'équation de la réaction nucléaire. Donc on avait le noyau pair qui était X à Z, comme tout à l'heure. Il va éjecter un électron. Donc l'électron, il n'a pas de masse, ou une masse très petite, donc on va dire qu'il n'a pas de masse. Il n'a pas de masse de la taille d'un nucléon, en tout cas, donc c'est 0 nucléon. Par contre, il a une charge, et sa charge est opposée à celle du proton. Donc au lieu d'avoir 1, on a moins 1 ici. L'antineutrino, c'est une particule qui n'a ni masse ni charge. Donc je ne vais pas en parler plus dans ce cours-là. Sachez juste qu'il est éjecté, pendant une désintégration β-, et sachez aussi qu'il n'est arrêté par rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile de le mettre en exergue. Donc de savoir s'il est présent ou pas, même si maintenant on arrive à le faire. Donc toujours pareil, ça respecte la conservation de la masse et de la charge. Exemple, le brome, il a un excès, le brome 80, il a un excès de neutrons, donc il va se désintégrer. Comment est-ce qu'il va se désintégrer? Un neutron va se transformer en proton.
Donc ça veut dire qu'on a toujours le même nombre de nucléons, vu que c'est un neutron qui devient un proton, les deux sont des nucléons. Par contre, on aura un proton en plus, vu que le neutron qui était là-dedans, là, devient un proton. Donc on avait 35 protons, on en a 36. Une autre façon de voir les choses, c'est, vous faites le calcul. Donc ça est égal à ça, plus ça, plus ça. Donc A est égal à A plus 0 plus 0, et Z est égal à Z plus 1, moins 1, plus 0. Donc ça fait Z égale à Z et A est égal à A. Donc ici c'est pareil, 80 est égal à 80 plus 0 plus 0, ça fait 80. Et 35 égale à 36 moins 1 plus 0. 36 moins 1, ça fait bien 35. Donc, à chaque fois, vous allez avoir un atome, un noyau fils, qui aura un proton en plus ici. Pour les radioactivités bêta+, bêta-, pardon. Pour le bêta+, c'est exactement pareil, sauf qu'on a un excès de protons. Donc ici, c'est le contraire. C'est le proton, vous faites comme si c'était un neutron, plus un antineutrino, un neutrino, pardon, et un anti-électron, qui s'appelle positron ou positon. Donc, le neutron qui est là, plus le positon ou positron, plus le neutrino, c'est le proton. Je vous ai dit, en réalité, c'est pas tout à fait ça. Hein. Et si vous vous dites que c'est ça, vous comprendrez en fait. Vu qu'on éjecte lui et lui, donc ça veut dire qu'il y a lui dans le noyau qui va rester. Le neutron va rester dans le noyau. Donc, la réaction, qu'est-ce que ça va être? Vous avez un noyau pair qui va devenir un noyau fils avec un proton en moins cette fois-ci, plus un positron. Donc le positron, c'est l'inverse d'un électron, c'est-à-dire qu'il a la même masse qu'un électron, et il a la même charge en valeur absolue. Par contre, sa charge est positive. Donc il a la même charge qu'un proton. Donc c'est comme si c'était cette charge-là qui conférait sa charge au proton. Donc si vous enlevez cette charge-là au proton, bah, il devient un neutron. Il n'a plus de charge. Il est neutre. Exemple, toujours le brome, mais cette fois-ci, il va perdre un proton, donc ça va devenir 34 ici. Et vous regardez sur la classification périodique, qui est-ce qui a un numéro atomique de 34? C'est le sélénium. Donc ici, on met SE. Dernier type de radioactivité, la radioactivité bêta-. La radioactivité bêta-, c'est lorsqu'un noyau radioactif X étoile, donc l'étoile montre qu'elle possède un excès d'énergie. Dans ce cas-là, il va émettre son surplus d'énergie. Donc il va émettre un photon très très énergétique, réellement gamma. Je vous rappelle que dans le spectre électromagnétique, vous avez la lumière visible, qui est énergétique mais pas dangereuse. Ensuite, qui est comprise entre 400 et 800 nanomètres environ. À 400, vous avez le bleu. À 800, vous avez le rouge. Au-delà de 800, vous avez les infrarouges, puis les micro-ondes, etc. Donc infrarouge, etc., c'est moins énergétique. Vous vous souvenez que l'énergie est proportionnelle à la fréquence ou inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc si on augmente la longueur d'onde, on diminue l'énergie. Donc du côté du bleu maintenant, ou du violet, donc quand on a une longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres, on sera dans les ultraviolets. Donc les ultraviolets sont assez énergétiques. C'est pour ça que si vous êtes en plein soleil, que vous restez toute votre vie en plein soleil, sans vous protéger, etc., les ultraviolets peuvent vous donner des mélanomes, des cancers de la peau. Ensuite, des rayons encore plus énergétiques, ce sont les rayons X. Et au-delà des rayons X, ce sont les rayons gamma. Donc ce sont les plus énergétiques. Donc c'est très 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 dangereux pour les êtres vivants. Ce rayonnement ne peut être arrêté que par un mur de plomb. Donc s'il y a une catastrophe nucléaire, par exemple une centrale nucléaire qui explose, qui ne fonctionne plus, ou alors si vous avez des bombes nucléaires comme lors d'Hiroshima, Nagasaki, etc. Donc ça émet pas mal de radioactivité gamma. Et c'est pour ça que ce ne sont pas seulement ceux qui sont impactés par l'explosion qui vont mourir, mais tout ce qui est autour est susceptible d'avoir des mutations génétiques, etc. Donc il y a plein de films sur ce sujet-là, des monstres qui commencent à arriver, etc.
c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc un noyau instable qui a déjà émis une particule alpha ou bêta plus ou bêta moins peut se trouver dans ce cas-là. Ça veut dire qu'elle peut avoir un surplus d'énergie. Donc dans ce cas-là, elle va émettre juste après un rayonnement gamma. Pardon. Donc par exemple, le cobalt ici a subi une désintégration bêta moins. Si je vois bien, oui, c'est ça, un électron, donc bêta moins. Ça devient du nickel. Et ensuite, ce nickel-là, il a un surplus d'énergie, donc il va libérer un rayon gamma, et là, il va être stable. Donc entre là et là, il a gagné de la stabilité, mais par contre, il avait toujours un surplus d'énergie, donc il n'était pas encore tout à fait stable. Il a fallu qu'il émette un rayonnement gamma pour retrouver sa stabilité. Et c'est ce que vous avez ici. Donc le cobalt, il a eu un rayonnement, il a émis un rayonnement bêta-, et ensuite il avait dû émettre 2 rayonnements gamma pour devenir stable. Donc ici, vous avez le niveau d'énergie, l'énergie de masse. L'équation nucléaire est la suivante. Il n'y a rien qui change. Donc A ici, Z ici, Z ici. Vu que le rayonnement gamma, ce n'est pas de la matière, donc c'est une onde, donc il n'y a pas de masse, pas de charge. Donc c'est-à-dire que l'atome va juste perdre de l'énergie, mais pas de masse, pas de particules. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc particule alpha arrêtée par une feuille de papier, particule bêta- et bêta+ par une feuille d'aluminium ou une vitre, X ou gamma, ce qui nous intéresse ici, par un mur de plomb ou de béton, d'une épaisseur assez conséquente. Donc ici, vous voyez une chose qui est assez intéressante. Si vous avez un noyau pair ici, il a différentes façons de se désintégrer. Imaginez que ce soit un noyau lourd, donc il a besoin de perdre plusieurs nucléons d'un coup. Donc il va subir une désintégration alpha. Donc il va se retrouver ici. Pourquoi? Parce qu'il a perdu deux protons, pardon. Là on est sur Z, donc les protons. Il a perdu 2 protons et 2 neutrons d'un coup. Donc ce noyau-là se retrouve ici dans la classification périodique. Ensuite, si il émet une désintégration bêta+, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aura perdu? Il aura perdu un, je suis en train de bugger, bêta+, il aura perdu un proton. Donc, il va se retrouver ici. Et bêta-, il va se retrouver ici. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis ici et ici. Bon. Là, c'est un proton qu'il a perdu, et là, c'est un neutron qu'il a perdu. Ensuite, un petit exemple. En général, ce qu'on a, ce sont des chaînes de désintégration. Par exemple, les atomes les plus lourds, là, on est au-dessus de 82, donc il est très lourd, celui-ci. Donc, comme il ne peut perdre que 4 atomes au maximum, 4 atomes, n'importe quoi, 4 nucléons au maximum, donc il va être obligé, vu qu'il a 90 protons, d'avoir une chaîne de désintégration. Il va se désintégrer plusieurs fois. Mais alpha, 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 c'est pas forcément possible. Donc il va se désintégrer en émettant une particule alpha, puis bêta-, puis bêta-. Donc ça veut dire que là, il va perdre 2 protons et 2 neutrons. Ici, il va gagner un proton, bêta-. Il gagne encore un proton, bêta-. Donc ça sert à quoi? Il redevient du thorium. Sauf que, regardez ici, il avait 232 nucléons, il n'en a plus que 228. Donc il a perdu quand même pas mal de nucléons, 4 nucléons. Ensuite, il y a encore une désintégration alpha, donc c'est encore du radium, sauf que c'est un isotope du radium. Donc c'est plus 228, c'est 224. Encore alpha du radon, il est à 86, il est toujours pas stable. Encore alpha, cette fois-ci, il est à 84 protons, toujours pas stable. Ensuite, encore alpha, il perd encore 2 protons et 2 neutrons. Donc il est à 82 nucléons, et cette fois-ci, on pourrait dire qu'il est stable. Mais
l'isotope du plomb 212, on a vu tout à l'heure que c'était pas stable. C'est l'isotope 208 qui est stable. Donc il va encore devoir se désintégrer. Donc β-, puis β-, puis alpha. Ou alors β-, puis alpha, puis β-. En tout cas, c'est celui-ci qui est stable. Donc il a fallu passer par tout ce chemin-là, ou celui-là, pour passer du thorium 232 au plomb 208 qui est stable. Donc je vais vous donner quelques équations de ces différentes désintégrations. Donc ici on a 232, 228, 4. Donc 228 plus 4 ça fait bien 232. 88 plus 2 ça fait bien 90. Donc ici c'est une particule alpha, donc c'est un rayonnement alpha. Ensuite, là, il a perdu un électron, donc c'est un rayonnement bêta plus, et bêta moins, pardon, et lors des rayonnements bêta moins, on gagne un proton, etc., etc. Je vous laisse ça regarder chez vous. Donc ici, on n'a que des bêta moins ou des alpha. On n'a pas de bêta plus ici, dans ce cas-là. Donc je vous rappelle que lorsqu'on émet une particule bêta moins, on émet aussi un antineutrino. N'oubliez pas. Donc, ensuite, on va voir la loi de décroissance radioactive. Donc ça, c'est une chose qui est très très importante et que vous n'avez pas vu en enseignement scientifique. Donc, un matériau radioactif va avoir son nombre de noyaux instables diminuer avec le temps. Pourquoi? Parce que si vous prenez une roche par exemple, une roche d'uranium qui est instable, alors, vous avez vu que les noyaux devront forcément se désintégrer, vu que l'uranium est un noyau lourd. Donc il devra passer en dessous de 82 protons, ou être égal à 82 protons, par exemple être égal au plomb. Pour ceci, il va devoir émettre une chaîne de désintégration radioactive. Mais tous les atomes, tous les noyaux ne se désintègrent pas en même temps. Ça veut dire qu'il y en a certains qui vont se désintégrer, d'autres non. On est incapable de savoir qui va se désintégrer et qui ne va pas se désintégrer. Mais globalement, on sait combien on devrait avoir, par exemple, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, de combien est-ce que la population de noyaux instables a diminué. Donc ça, on peut le savoir, grâce à cette loi de décroissance. Et justement, je vais vous montrer ce qu'il y avait derrière. Ici, ce que vous avez ici, le nombre d'années, ou d'heures, ou de jours, ou de secondes, etc. Donc la durée ici, qui est ici, c'est une durée qu'on va voir tout à l'heure. Donc c'est le temps de demi-vie, que vous avez vu normalement en enseignement scientifique. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la dérivée du nombre de noyaux radioactifs ou noyaux instables par rapport au temps. Donc c'est la variation du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps. Comment est-ce que ça va varier? Ça va augmenter ou diminuer? Ça va diminuer. C'est pour ça que cette variation, elle est négative. Donc elle va être égale à la fin au nombre de noyaux multiplié par un certain facteur. Donc ici, on a une équation différentielle. Et on avait appris déjà plusieurs fois cette année à résoudre une équation différentielle. Donc la solution d'une équation différentielle de ce type-là, c'est k exponentielle de ax moins b sur a. Sauf que dans celle-ci, si on la met sous la forme y' égale à y plus b, on a y' ici égale à a, c'est ça, y plus b, il n'y a pas de b. Donc si b est égal à 0, moins b sur a, il n'y en a pas. Ça fait 0 aussi. Donc on a juste k exponentielle de ax. Le a, c'est moins lambda. Et comment est-ce qu'on trouve le k? On revient aux conditions initiales comme d'habitude. Donc à t égale 0, qu'est-ce qu'on a? On a n0. C'était le nombre initial de noyaux radioactifs, de noyaux instables. Ça veut dire que vu que l'exponentielle de 0 c'est 1, on a n0 est égal à k. Donc finalement, on a trouvé notre équation différentielle, la solution de l'équation différentielle. Je me suis trompé ici. On n'a pas donc l'équation différentielle, on a la solution de l'équation différentielle. Je vais changer ça sur le PDF.
Donc on a la solution de l'équation différentielle qui est ici. Donc c'est une équation de type exponentielle, avec un moins ici. Donc ça veut dire que vous aurez quelque chose qui va diminuer sous forme exponentielle. Donc ça diminue très rapidement au début, puis de moins en moins vite. Et vous avez une asymptote à la fin. Ça veut dire que vous attendez pratiquement jamais zéro. Donc le nombre d'atomes radioactifs dans une roche, par exemple, il y en aura toujours quelques-uns. Au bout d'un moment, je pense qu'il y en aura zéro, mais bon. C'est ce qu'on a ici. Parfois, on ne vous donne que cette formule-là. Mais sachez qu'elle vient d'ici. Donc le temps de demi-vie, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je viens de vous dire. En fait, on n'a aucun moyen de savoir quand un noyau en particulier va se désintégrer. Par contre, on peut savoir quand une population de noyaux sera réduite de moitié, ou de 3/4, ou etc., etc. Mais en tout cas, le temps de demi-vie, c'est quand est-ce qu'on aura la moitié des atomes qui vont se désintégrer. Quelle durée il faut attendre. Et ce temps de demi-vie est lié à la constante radioactive, donc le lambda qu'on avait tout à l'heure dans l'équation, par la relation T1,5 égale à log de 2, donc ln de 2, divisé par lambda. Ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure sur le schéma de désintégration radioactive, de la chaîne de désintégration que je vous ai montré. C'était le temps de demi-vie. Et c'est lié à la constante de désintégration. Ça veut dire que comme on va faire un peu d'analyse dimensionnelle, vu que le temps de demi-réaction est un temps, donc c'est en secondes, ça veut dire que log de 2, comme c'est juste une constante, il n'y a pas d'unité, divisé par quelque chose. Donc ce quelque chose-là, ça va être des secondes moins 1. Donc ça a la même unité que les fréquences. On pourrait dire que ce sont des hertz, mais on n'appelle pas ça des hertz. Donc si ici, le temps de demi-vie, il est en secondes, lambda sera en secondes moins 1. Si on l'a en heure ici, là on l'aura en heure moins 1. Jour, jour moins 1. Année, année moins 1, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur cette courbe ici? On voit que si on a N0 ici, donc c'est le nombre initial de noyaux radioactifs, quel est le temps au bout duquel il va être diminué de moitié? Ben, vous trouvez N0 sur 2, donc quand est-ce que ça va être réduit de moitié, donc quand est-ce que ça va atteindre N0 divisé par 2. Si j'avais 10 000 ici, là j'ai 5 000. J'ai 5 000 noyaux. Et vous faites le crochet orthogonal au niveau de la courbe, et vous trouvez le temps de demi-vie. Maintenant, imaginez que le N0, ce soit lui. Donc on va rediviser par 2. Donc ça fait N0 sur 2 sur 2. Ça fait N0 sur 4. Donc le temps de demi-vie, ça va être encore ça. Donc à chaque fois, vous avez le même temps ici. Donc là, vous avez T1,5, 2T1,5, 3T1,5, 4T1,5, etc. Et là, le nombre que vous avez ici, c'est la puissance de 2 du nombre qu'il y a ici. Par exemple, là, c'est 2 puissance 1, c'est T1,5. 2 puissance 2, parce qu'il y a 2 T1,5. 2 puissance 3, donc 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8, parce qu'il y a 3 T1,5. Par exemple, si vous voulez savoir au bout de combien de temps est-ce que la population va diminuer va être divisée par 32. Donc 32, c'est quoi? C'est 2 puissance 5. Donc c'est au bout de 5 T1,5. 5 T1,5. 5 temps de demi-vie. Donc si le temps de demi-vie était de 30 secondes, par exemple, vous multipliez par 5. Ça fait 150 secondes. Donc la démonstration, comment est-ce qu'on a trouvé ça? Tout simple, on a pris l'équation de cette courbe-là, donc c'est celle qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc l'équation de la solution de l'équation différentielle. Et on remplace t par t1,5, parce que nous on veut t1,5. Donc n de t1,5 égale à n0 fois exponentielle de moins lambda t1,5. C'est quoi n de t1,5? Au bout de t1,5, on aura n0 sur 2. Donc n de t1,5, c'est n0 sur 2. Donc je le remplace ici. Ensuite, le n0 se simplifie. Il reste 1,5 est égal à l'exponentielle. Comment est-ce que j'enlève l'exponentielle? Avec le ln, la fonction ln, logarithme népérien. Donc j'ai ln de 1,5 qui est égal à ln de cette exponentielle-là. Ln de l'exponentielle, ça s'annule. Donc il ne reste plus que le moins lambda fois t1,5. C'est ce qu'on a ici. Et ensuite, rappelez-vous que log de une fraction, log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Donc ça fait log de 1 moins log de 2.
Mais comme log de 1 c'est égal à 0, ça fait 0 moins log de 2, ou moins log de 2. Donc ici on aura moins log de 2 égale à moins lambda fois t1,5. On enlève les moins, donc on multiplie par moins 1 des deux côtés. Et finalement, on a ce qu'on veut, isoler le t1,5, donc le lambda passe de l'autre côté. On divise par lambda. Et c'est ce que vous avez ici. Donc ça c'est une démonstration qu'il est bien de connaître, surtout pour celles et ceux parmi vous qui veulent faire des études supérieures dans la physique ou la chimie. Donc l'exemple du carbone 14, ici. Quel est le temps de demi-vie du carbone 14? Ici on a 100%, donc c'est le nombre initial d'atomes radioactifs, de noyaux radioactifs. Quand est-ce qu'on passe à 50%? C'est là. Donc 50%. Si on fait le projeteur orthogonal, je pense que je l'ai fait, voilà. Ça donne environ T1,5 qui est égal à 5700 ans. Ça veut dire que pour que le nombre de noyaux de carbone 14 radioactifs soit divisé par 2, il faut attendre 5700 ans. Et c'est sur ce calcul-là, en fait, qui est basée la datation au carbone 14. Justement, sur quoi c'est basé? Sur le fait que l'atome de carbone 14 est un isotope du carbone qui est radioactif. Donc le carbone 12 n'est pas radioactif. Le carbone 14 est radioactif. Donc ce qu'on voit en général dans les molécules, donc quand on voit CH4, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3 par exemple, le méthane, le propane, les acides carboxyliques, etc., tout ce qu'on voit, en général, ce sont des carbones qui ne sont pas radioactifs, donc carbone 12. Mais parfois, on a quelques carbone 14 qui traînent parmi tout cela. Certains aussi, on a certains carbone 13, mais bon, là on va parler du carbone 14. Et la demi-vie du carbone 14, c'est 5730 ans. Et comme il y en a quelques-uns, et qu'ils se désintègrent au fur et à mesure du temps, on va se baser sur ça pour savoir quand est-ce qu'est mort, par exemple, tel pharaon, parce qu'on a trouvé une momie, par exemple. Donc, dans la matière vivante, vous devez savoir que le carbone 14, qui est renouvelé par l'alimentation ou la respiration, est présent dans des proportions constantes. Pourquoi constantes? Parce que ce qui va être désintégré va être remplacé par ce qui va être mangé ou respiré. Pourquoi respirer? La respiration peut être des plantes, je ne sais pas. Donc, on va dire par l'alimentation. Donc ce que vous mangez, c'est de la matière organique. Dans la matière organique, il y a du carbone. Ce carbone vient d'où? Il vient de l'atmosphère. Pourquoi? Parce que les plantes respirent du CO2, et parmi ce CO2-là, il y a certains carbones qui sont radioactifs. Ces plantes qui ensuite font la photosynthèse vont être mangées par des herbivores. Donc eux-mêmes vont manger quelques carbones radioactifs, qui ensuite vont être mangés par des carnivores, comme nous par exemple, qui allons aussi donc réintégrer dans notre corps du carbone radioactif. Donc finalement, ce qui va être désintégré dans notre corps va être remplacé par ce qu'on va manger. Donc on a toujours, pour un atome de carbone 14, 10 puissance 12 atomes de carbone 12. Donc il y en a très très peu d'atomes de carbone 14 dans notre corps. Mais toujours 1 pour 10 puissance 12. C'est toujours la même constante. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Après la mort, on arrête de manger. Donc les atomes de carbone 14, les noyaux de carbone 14 qui sont dans notre corps, vont continuer de se désintégrer, mais vont plus être remplacés par ce qu'on va manger. Donc on aura une décroissance radioactive, c'est-à-dire qu'on aura de moins en moins de carbone 14. Donc si on arrive à compter la proportion de carbone 14 qu'il y a dans le corps d'une momie, par exemple, il sera plus de 1 pour 10 puissance 12. Donc on pourra retomber sur nos pattes et trouver à quel instant, grâce à cette courbe-là, ou grâce à la formule, n est égal à n0 fois exponentielle de moins lambda t, on pourra retrouver à quel instant est mort cette personne. Pas précisément, hein, mais à quelques dizaines ou centaines d'années près.
Et on peut remonter jusqu'à 50 000 ans environ avec cette technique. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il n'y a pratiquement plus de carbone 14, donc on ne peut plus vraiment. Dans ce cas-là, il faut trouver une autre technique. Pour ce qui est au-delà de 50 000 ans, on trouve une autre technique. Et je vous invite à voir avec vos profs de SVT. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on mesure la radioactivité. Parce qu'on a vu ce que c'était, on a vu comment ça pouvait être émis. Donc, par exemple, par les centrales nucléaires, par les roches radioactives. Donc, dans certains endroits, euh, les montagnes sont faites, par exemple, donc les roches sont faites d'uranium ou autre. Donc, il y a certains endroits qui sont radioactifs. Mais c'est beaucoup moins que les centrales radioactives ou les bombes nucléaires, etc. Donc, certaines personnes travaillent dans ces endroits-là. La médecine, il existe aussi la médecine nucléaire, donc on utilise beaucoup de radioactivité maintenant, depuis une centaine d'années, peut-être un peu moins. Et donc la question est de savoir, est-ce que c'est pas dangereux pour nous tout ça? Donc à partir de quand est-ce que ça devient dangereux? Ben, pour ça, en fait, on va devoir mesurer certaines choses. Donc la radioactivité d'un échantillon se caractérise par son activité. Et l'activité d'un échantillon, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de désintégrations de noyaux radioactifs par seconde qu'il y a dans cet échantillon-là. Donc c'est comme une fréquence, on va dire. Donc c'est un nombre de désintégrations par seconde. Donc ça veut dire que l'activité, c'est égal à moins dn sur dt. Pourquoi moins ici? Parce que vu que dn sur dt, c'est la variation du nombre de noyaux radioactifs par une certaine durée, par rapport à une certaine durée, donc ce dn sur dt est négatif. Donc si on veut avoir une activité positive, on met un moins devant. Moins et moins, ça fait plus. Et c'est égal donc à lambda fois n. Tout à l'heure, on avait vu que dn sur dt, c'était moins lambda fois n. Donc si je multiplie par moins des deux côtés, je retrouve ça. Donc ça, c'est l'activité. Et la mesure de l'activité, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre d'atomes radioactifs par seconde. Donc en vrai, ce sont des par seconde, des hertz. Et là, on a vu tout à l'heure que ça, c'était aussi des par seconde. Donc c'est quelque chose par seconde, par heure, par jour, peu importe. Mais en fait, on a inventé une autre unité de mesure pour la radioactivité, c'est le becquerel, du nom de la personne qui a beaucoup travaillé sur la radioactivité au tout début. Donc lui, c'est Henri Becquerel. Donc un becquerel, c'est une désintegration par seconde. 1000 becquerel, c'est 1000 désintégrations par seconde, etc. etc. Donc, avant, l'ancienne unité, c'était le curie. Donc c'était l'activité d'1 gramme de radium, et qui était égale à 37 fois 10 puissance 9 becquerel. Dans certains sujets de type bac, on vous donne cette correspondance et on vous dit que telle roche, par exemple, a une activité de tant de curie. Mais c'est à vous ensuite de convertir les curies en becquerel. Et on peut compter la radioactivité, donc l'activité d'une roche, par un compteur qu'on appelle le compteur Geiger-Müller. Donc il y a plusieurs types de compteurs, mais par exemple, il y a le compteur de Geiger-Müller. Donc ces détecteurs peuvent mesurer des activités 1 million de fois inférieures au niveau qui pourrait avoir des effets nocifs sur la santé. Donc c'est assez précis quand même. Donc c'est comme, comme si je vous disais, en pourcentage, si vous avez 10% de quelque chose, d'une activité, vous êtes en danger. Ben, là, le compteur Geiger-Müller, il est capable de mesurer quelque chose qui est 1 million de fois inférieur, donc 10 puissance moins 5 par exemple, par rapport à 10. Bon, je ne sais pas si j'étais clair, mais on oublie. Donc c'est ça le compteur Geiger-Müller. Donc maintenant, le concept de dose, c'est ça qui va être intéressant pour savoir ce qui va être dangereux ou pas pour les êtres humains. Donc, les effets que peuvent provoquer les rayonnements ionisants sur la santé dépendent de plusieurs paramètres. Premièrement, la dose d'irradiation, donc la quantité d'énergie transmise par les rayonnements dans l'organe ou le tissu touché. Donc si par exemple vous êtes proche d'une source radioactive, certains organes dans votre corps vont être touchés. Pourquoi? Parce qu'ils vont recevoir ce rayonnement-là. Donc ce rayonnement a une certaine énergie,
Et si... je vais m'arrêter là. Ce rayonnement a une certaine énergie, et selon cette énergie, on parle de dose d'irradiation. Donc vous allez être irradié d'une certaine dose. Par contre, on ne va pas prendre en compte le fait que tel ou tel organe soit plus, sensible aux irradiations ou pas. Par exemple, si imaginez que votre cerveau soit plus sensible que vos os. On ne va pas compter ça en fait dans la dose d'irradiation. Par contre, on va le compter dans d'autres choses. Ça dépend aussi de la nature du rayonnement. Ou je me suis peut-être trompé, non, peu importe. La nature du rayonnement, c'est soit X, gamma ou alpha, notamment. Ça, ou aussi, peu importe. Ça dépend aussi des modalités d'exposition. Et ça dépend surtout de l'organe ou du tissu atteint. Nous, ce qu'on va surtout voir, c'est la dose, la nature du rayonnement et l'organe ou le tissu atteint. Donc, voilà ce que vous avez ici. Donc ça, ce sont tous les types de... tous les facteurs qui affectent la façon dont le corps humain réagit. Donc l'âge, ça joue aussi. La partie du corps, ce que je viens de vous dire, par l'organe ou le tissu atteint, type de cellule, donc ça va avec. Le type de rayonnement, donc c'est ici. La dose, c'est ici. Et la période d'exposition aussi compte, bien sûr, même si je ne l'ai pas mis ici. Donc, par rapport à ça, je me suis peut-être embrouillé tout à l'heure. Donc, différents types de concepts de dose sont utilisés. Et là, je ne parle plus de dose d'irradiation. Donc, tout à l'heure, je me suis trompé avec la dose absorbée. Donc, tout d'abord, on calcule la dose absorbée en Gray. Sauf que ça ne prend en compte que l'énergie. Donc, ça ne prend en compte que l'énergie d'un rayonnement. Par contre, pour savoir si ça va être dangereux pour notre corps, il faut prendre en compte le type de rayonnement. Parce que par exemple, un rayonnement gamma va être plus dangereux qu'un rayonnement X, par exemple, etc., etc. Donc, deuxième type de dose, on va prendre la dose équivalente. Et la dose équivalente prend en compte le type de rayonnement. Et troisième type de dose, c'est la dose efficace. Et cette dose efficace prend en compte aussi le type de tissu ou d'organe touché. Donc là, en fait, pour connaître les effets d'une irradiation sur votre corps, par exemple, ce qui va être plus intéressant, ça va être la dose efficace. Donc selon les types d'organes touchés. Par exemple, la dose ici, vous voyez que Tchernobyl, par exemple, c'était 6000 millisieverts. Et on meurt directement. À 4500 millisieverts, c'est une dose fatale pour la moitié des personnes exposées dans les 30 jours. Donc ça veut dire au bout d'un mois, ils vont mourir. La moitié des personnes mourront au bout de 30 jours. 1000 sieverts, donc 4,5 fois moins important, on a apparition de nausées avec vomissement. À 400 sieverts environ, c'est quand on est proche d'une centrale nucléaire. À partir de 100 sieverts, on a augmentation du risque de cancer, etc., etc., etc. Ces types de doses équivalentes, sont résumés ici. Donc là, on a l'activité d'une source radioactive qui émet des rayonnements ionisants. Donc c'est un nombre de désintégrations par seconde en becquerel. Et ces rayonnements-là vont être absorbés par votre corps, par exemple. Par de la matière ou par exemple votre corps. Donc en Gray, ce sont des joules par kilogramme. Ça veut dire quelle quantité d'énergie en joules va être absorbée par 1 kg de votre corps. Donc ça, c'est juste, ça prend en compte que la quantité d'énergie. La dose équivalente prend en compte aussi le type de rayonnement reçu par votre corps. C'est la dose équivalente. Donc ça estime les effets biologiques et que ça prend en compte la nature des rayonnements qui sont plus ou moins nocifs. Donc que ce soit alpha, bêta, gamma, etc. Et le dernier, c'était la dose efficace reçue par une personne qui estime les dommages subis sur le corps entier, et ça prend en compte les organes et tissus. Donc là, je vous laisserai regarder ça chez vous. Retenez peut-être que
les doses annuelles pour une personne en moyenne par an, c'est 3,3 millisieverts. Donc on est bien loin en moyenne, on est bien loin, par exemple, des 100 qui favorisent l'apparition d'un cancer. Mais ça, c'est une moyenne. Donc malheureusement, il y en a certaines personnes qui sont au-delà de 100. Donc ici, ça, c'est à peu près la même chose, c'est ce qu'on vient de dire. Donc dangereux, c'est au-delà de 100. Un peu moins que 100 même. 20 millisieverts, c'est la limite annuelle des travailleurs. Donc eux, ils ont un compteur. Les travailleurs qui travaillent par exemple dans les centrales nucléaires, ils ont toujours un compteur chez Geiger. Je ne sais pas si c'est un compteur Geiger, mais ils ont un compteur avec eux. Ils se baladent avec partout. Et ça compte la dose qu'ils vont recevoir. Et s'ils sont au-delà de 20 millisieverts, je pense qu'ils doivent arrêter de travail. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense que oui. Et là, vous avez les effets sur les différents organes. Donc les organes n'ont pas la même sensibilité au rayonnement. Dernière partie, on va voir l'application dans le domaine médical maintenant. Donc là, je vais aller assez rapidement. Et si ça vous intéresse, par exemple, si vous voulez faire un grand oral dessus, on pourra revoir ça, si vous voulez. Donc, je lis rapidement, j'explique rapidement, mais sans aller dans le détail. La médecine nucléaire est la médecine médicale qui utilise les propriétés de la radioactivité à des fins médicales. Donc, les rayonnements émis par les noyaux radioactifs traversent différemment les organes selon leur densité. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc plus une densité est importante, plus la densité d'un organe va être importante, moins il va être traversé par un rayonnement. Logique. Cette propriété est exploitée pour observer les organes durant leur fonctionnement, permettant ainsi l'étude, le diagnostic et le suivi de très nombreuses maladies. La médecine nucléaire, donnant des images en 2 ou 3 dimensions, apporte un complément à la radiologie, à l'échographie et à l'IRM. Donc ça veut dire que c'est un type de radio en fait. Donc la radiologie c'est avec des rayons X, l'échographie c'est avec des ultrasons, et l'IRM, ça c'est plus au programme maintenant, donc je vais pas en parler maintenant. Les rayonnements radioactifs à fort dosage ont aussi la capacité de détruire certaines cellules. Cette propriété est utilisée pour détruire de manière ciblée des tumeurs cancéreuses, et c'est la radiothérapie. Donc on a deux types d'utilisation de la radioactivité dans le domaine médical. Premier type, c'est une sorte de radio. Et deuxième type, c'est pour détruire des cellules. On appelle la radiothérapie, par exemple pour des cancers. Donc ça, ce sont des radios, là aussi. Et par exemple, une fois qu'on a capté, donc là je ne sais pas si c'est une radio ou je pense que c'est une radio, mais une fois qu'on a vu qu'il y avait une tumeur ici, on peut utiliser la radiothérapie, c'est-à-dire envoyer des rayons pour détruire cette tumeur-là. Ensuite, pour obtenir des images, le médecin nucléaire injecte des éléments radioactifs appelés traceurs. Pourquoi traceurs? Parce que les éléments radioactifs, on peut les suivre en fait, on peut les suivre à la trace dans le corps. Donc, grâce à un matériel de détection adapté, il visualise la diffusion d'un traceur dans les organes dont il veut obtenir une image fonctionnelle. Donc il y a deux types de détection, soit la scintigraphie gamma, donc c'est ce qu'on a ici, soit la tomographie à émission de positons. Donc les positons, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Eux, ils appellent ça positons. Je pense que c'est en biologie plutôt qu'ils appellent ça positons. Et en physique, on appelle plutôt ça des positrons. Vous vous souvenez, ce sont les électrons qui sont positifs. On appelle ça aussi PET scan. Donc dans le domaine médical, les médecins appellent plutôt ça un PET scan, pour aller plus vite. Et voilà, ça donne des images à peu près comme ça. Donc ça permet d'obtenir des images d'une précision extrême du muscle cardiaque, des poumons, de la thyroïde, du cerveau. Ces images permettent notamment de détecter des liaisons profondes ou des maladies à des stades très précoces de leur développement. Alors que par exemple ce ne serait pas détecté par une IRM, par des radiographies, etc. Mais le problème, c'est que comme toute radio, même les plus simples, c'est assez cher et c'est pas forcément toujours les médecins ne vont pas forcément envoyer telle personne faire une scintigraphie gamma ou un PET scan.
Ça, c'est vraiment quand on suppose qu'il y a quelque chose derrière, donc pour vérifier, on va le faire. Mais si on n'a aucune intuition, on ne va pas faire de scintigraphie ni de tomographie. Donc je vous laisse lire ça chez vous tranquillement et faire des recherches en plus si vous le voulez. C'est au programme sans être vraiment au programme. C'est au programme, mais on ne va pas non plus le détailler à fond. Si vous avez un sujet sur ça, même si c'est pas à l'écrit, vous aurez toujours comment dire, des documents qui vous expliqueront. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est la protection contre les rayonnements ionisants. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait différents types de protection. Par exemple, on pouvait mettre, il y a les feuilles de papier, vitres ou plomb. Ça, c'était pas par rapport aux protections, c'était par rapport à ce qui arrêtait tel ou tel type de rayonnement, mais on va l'utiliser ici. Donc, puisque toutes les expositions au rayonnement ionisant peuvent être nuisibles, mais qu'elles sont parfois nécessaires, comme dans la médecine, on vient de voir pour la scintigraphie ou la tomographie, ou inévitables, un rayonnement naturel, quelqu'un qui habite à côté d'une montagne où il y a plein de roches radioactives, il ne peut pas faire autrement. Donc la radioprotection repose sur 3 principes de base. Premièrement, le principe de justification, c'est-à-dire que les activités impliquant une exposition au rayonnement ionisant doivent pouvoir être justifiées par les avantages qu'elles procurent, après avoir pris en compte l'ensemble des avantages et des inconvénients. Donc ça veut dire que si vous devez dans votre travail vous approcher d'une source radioactive, mais que ça ne va pas servir à grand chose, donc on ne va pas vous dire d'y aller. Ça, c'est dans la loi. Par contre, comme par exemple dans le cadre des centrales nucléaires ou dans le cadre des scintigraphies PET-SCAN, donc les médecins sont autorisés à utiliser ceci. Les médecins, bien sûr, ils sont protégés, mais on peut utiliser ceci sur des patients parce que les avantages de cette radio, donc la scintigraphie, la tomographie par exemple, va être plus importante que les inconvénients. Donc si on arrive à déceler qu'il y avait une tumeur à tel endroit et qu'on arrive à enlever cette tumeur, c'est un avantage qui est conséquent quand même. Quelqu'un qui travaille dans une centrale nucléaire, si on arrête les centrales nucléaires, il n'y aura plus d'électricité en France. Même si actuellement il y a débat est-ce qu'on doit arrêter les centrales nucléaires ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'était le cas. Deuxième principe de base, le principe de l'optimisation de la protection. Donc les expositions doivent être justifiées et maintenues à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible. C'est ce qu'on appelle ALARA. Aussi bas qu'il est raisonnablement possible. Donc pour as low as reasonably achievable. Je ne sais pas si j'ai le bon accent, mais peu importe. Donc principe ALARA. Donc ça veut dire que si vous travaillez dans un endroit qui utilise des sources radioactives, ils sont obligés de faire en sorte de diminuer le plus possible le risque. Sinon, on peut les poursuivre. Et troisième principe de base, c'est le respect de limites ou de niveaux de dose à ne pas dépasser. Donc 1 millisievert par an pour les personnes du public. On a vu qu'en moyenne, c'était 3,3. 6 millisieverts par an pour les apprentis ou étudiants mineurs amenés à employer des sources radioactives. Et 20 millisieverts par 12 mois consécutifs glissants, donc par an, on va dire, mais glissant. Ça veut dire que s'il a utilisé 20 millisieverts en un an, mais que c'était les 6 derniers mois, et que les 6 autres prochains mois, il va aussi utiliser 20, bah, c'est pas parce qu'une année écoulée, il en a eu 20, et ensuite on est passé à une autre année civile, qu'on ne va pas compter les 12. Par exemple, de juin, en passant par janvier jusqu'à juin prochain, ça veut dire qu'il va avoir 40 millisieverts. Et ça, ce n'est pas accepté. Donc ça, c'est pour les personnes professionnellement exposées. Donc soit centrale nucléaire, soit la radiothérapie. Donc, quelques règles. Premièrement, diminuer au maximum la durée d'exposition au rayonnement. Deuxièmement, éloigner tant que possible les personnes de la source des rayonnements.
Troisièmement, placer entre la source et les objets et les personnes exposées un ou plusieurs écrans, blindage de protection, par exemple du plomb, une vitre, etc., etc. Et c'est ce que vous avez ici. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous faites des radios, que ce soit des radios pour les panoramiques pour les dents, ou que ce soit des radios du thorax, ou peu importe, ce sont des rayons X. Donc les médecins ne sont pas autorisés à rester avec vous. Les médecins vont derrière dans une autre pièce, ils vous voient à travers une vitre. Parce que ça leur permet de se protéger, parce que sinon, s'ils devaient, donc les médecins ou les personnes qui s'occupent de ça, parce que s'ils devaient rester, parce que eux, c'est leur travail, donc vous allez faire une radio tous les 10 ans, par exemple, mais eux font ça toute la journée. Donc ils seraient très très touchés s'ils devaient rester avec les patients tout le temps. Quand on travaille dans une centrale nucléaire, par exemple, on a aussi un habit, vous voyez ici, qui permet de protéger. Tablier de radioprotection, gants de radioprotection, etc., etc., etc. Lunettes. Et je vous rappelle les moyens pour arrêter les rayonnements, feuilles de papier, feuilles d'aluminium, mur en béton. Donc on va plutôt parler de mur en béton ici. Les organes à protéger, par exemple les bleus, c'est sur une sensibilité faible, donc la peau, c'est pas très très grave, on va dire. La rate, la vésicule biliaire, le rein ou les os, pas très grave. Maintenant, en rouge, c'est une sensibilité moyenne, donc c'est plutôt rose. Cerveau, œsophage, foie, intestin, etc. Et jaune, donc les plus dangereux, retenez peut-être ça, la thyroïde, les poumons, les seins, l'estomac, le côlon ou la moelle. Donc ça, c'est le plus dangereux. C'est pour ça qu'on prend en compte dans la dose efficace les organes touchés, parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité. Et je pense qu'on a terminé. Presque, ça je vous laisserai lire ça tranquillement chez vous. Et on a terminé. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et à bientôt. Au revoir tout le monde.